Salut Damien, comment ça va? Ça va, ça va. Et toi, France? Bah ça va, on a fait quand même 9000 km pour venir te rencontrer. Donc, Ouais. Mais pas en vélo. Ils ont triché un petit peu, hein, ils ont dû prendre l'avion. Non mais ça fallait pas le dire. Quand tu étais à l'ENSL en dernière année, c'est l'année un peu fatidique puisqu'il faut choisir une spécialité. Toi tu avais décidé de suivre quelle spécialité? C'était justement matériaux, parce que je pensais que c'était là où je me sentais un peu le plus à l'aise. J'avais un bon contact avec le professeur Bob, et tout ce qui était métallurgie, polymère, etc. Enfin, je me disais qu'il y avait des choses qui m'intéressaient, donc je suis plus parti dans ce domaine-là, même si j'ai pris également un peu formulation, qui était, parce qu'on peut choisir un peu, hein, donc j'avais un peu background formulation et matériaux, quoi. C'est vrai que j'étais pas trop orienté sur organique, pur organique, ça ne m'intéresse pas vraiment, donc j'ai préféré bifurquer sur le matériau. Pourquoi je suis en Thaïlande? La première raison, c'était en 2006 ou 2007, je ne me souviens plus. En deuxième année, on avait une bourse du haut d'échange entre l'université de Kasetsart, ici à Bangkok, et le NSCL, ou Centrale Lille, etc. Et donc à ce moment-là, pendant 4 mois, j'ai été à l'université de Kasetsart pour un projet sur les vitrocéramiques, et ça m'a vraiment intéressé. Et le pays aussi, et la gentillesse des Thaïs m'ont attiré. Donc je me suis décidé à revenir ici, à vouloir revenir ici. Donc j'ai pris l'opportunité, j'ai envoyé pas mal de CV. L'Asie m'intéressait beaucoup. Donc j'ai envoyé pas mal de CV, etc. Puis après j'étais en Corée, tout ce qui était les plaques de plâtre, etc. dans une usine, c'était pour un benchmark énergie, pas trop en rapport avec la chimie. Mais après on m'a proposé un contrat local, tout ce qui est formulation de matériaux de construction, les procédés, etc. Donc j'ai décidé de prendre l'opportunité. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les activités de l'entreprise, dresser un portrait général de la boîte où tu travailles? Donc la boîte en Thaïlande est Siam Gypsum Industry, donc c'est tous les produits à base de plâtre. On appartient à un grand groupe australien qui s'appelle Boral, qui fait 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et c'est un des leaders dans les matériaux de construction, un peu comme Lafarge. Donc il y a tout ce qui est les briques, le ciment, le plâtre, etc. Donc tout ce qui permet de faire ta maison, quoi, de construire des immeubles, etc. Donc une partie importante de leur bénéfice est générée par tout ce qui est produit à base de plâtre, tout ce qui est finition intérieure. C'est-à-dire les produits à base de plâtre, on peut les retrouver au niveau des murs, pour les finitions des murs. Donc il y a des plaques de plâtre, il y a tout ce qu'on appelle les ceilings, c'est tout ce qui est au plafond. Donc ça, et après il y a aussi tout ce qui est enduit pour joindre les deux plaques de plâtre. Donc il y a pas mal de produits à base de plâtre. Donc je suis plus dans ce domaine-là. Pour la formulation procédé, j'avais été à Prestia, donc c'est une usine qui produit des enduits à base de plâtre, mais on est directement en contact avec le client. C'est-à-dire l'usine fournit directement au client. On a un secteur de vente, mais il n'est pas rattaché à un gros système. On est vraiment directement en contact avec le client. Donc la première chose, c'est de comprendre quels sont les besoins du client. C'est-à-dire moi, j'apporte un savoir, une vision globale de la chose, comment la personne applique son produit, quelles sont ses attentes en termes de coût, en termes de performance, est-ce que la qualité varie, est-ce que par rapport aux concurrents. Donc ça, c'est les premières choses qu'on te demande, c'est de comprendre quels sont les besoins de ton client avec les ventes. Donc une fois que tu as clarifié ça, tu vas avec les ventes, et les ventes te disent, bon, ben, voilà, il faudrait qu'on développe un tel produit, et ça pourrait générer tel profit. C'est-à-dire, avant de développer un produit, il faut savoir, est-ce que ça va générer du profit, est-ce qu'il y a une part de marché, est-ce que ça va, avant de donner des ressources, c'est-à-dire ton boss va te donner des ressources, il va te dire, voilà, je te donne 10 000 euros, et tu développes une nouvelle formule parce qu'on espère que ça va générer 100 000 euros dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc c'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à investir pour ça. Donc, une fois que tu as clarifié quels sont les besoins, tu te dis, bon, voilà, maintenant il faut que tu vois quelles sont tes ressources. Donc il faut, pour les produits à base de plâtre, il faut quelle est la granulométrie qu'il faut pour ton plâtre, quels sont les additifs qu'il te faut. Tu vois, genre il faut un accélérateur, un retardateur, combien de temps il met pour appliquer sur le mur. Donc c'est toutes les choses qu'il faut que tu comprennes et clarifier ton cahier des charges. Une fois que tu fais comme ça, tu viens avec une formule. Et donc moi mon rôle c'est justement de développer une formule avec, il y a d'autres ingénieurs Thaï, donc de développer une formule
Et une fois cette formule est développée, de la mettre en application. Donc pour ça, on a un laboratoire. Donc on a comment dire, des personnes qui sont issues du métier de l'application, qui sont capables de détecter si le produit est bon ou pas. Ils connaissent le métier. Donc une fois que ça passe ce test, donc ça prend 3-4 mois pour une nouvelle formule, une fois que ça passe les 3-4 mois et que le test en laboratoire est validé, ensuite on fait une campagne de promotion pour peut-être 4-5 mois après, voir si le produit tient la route en application, avec tous les applicateurs, quelque chose comme 15, 20 applicateurs. Et on voit. Et une fois que ça marche, ensuite on lance le produit. Donc il y a différentes étapes, et moi j'étais plus dans le brainstorming, et quelles sont les ressources à donner au projet, et apporter une vision plus scientifique des choses, pas à la formulation pure, plus le management du projet en lui-même. Donc après, tu avais aussi une deuxième partie, c'était innovation. C'est-à-dire, voilà, on te donne une nouvelle matière première, on te dit, voilà, ça va générer peut-être une réduction de coût, etc. Et d'autres concurrents l'utilisent déjà. Est-ce que tu peux le faire? Donc à ce moment-là, on te dit, voilà, et teste. Donc tu testes en production, donc c'est ça la partie procédé. Tu testes et tu vois si le produit est bon. Et si le produit est bon, ensuite tu remplaces ta matière première. Donc ça, c'était une deuxième étape. Et toujours aussi le contrôle qualité et maintenir la qualité stable. Pour ton poste récent en production, là les missions elles sont assez différentes. C'est assez différent. C'est vrai qu'avant la formulation, tu étais impliqué avec la production, mais une fois que le produit était développé et fini, il n'y a plus vraiment d'interaction avec la production. La production gère son produit et gère la qualité. Donc là, maintenant je suis passé à Sarah Burry. Donc là c'est plus un poste tous les jours tu as une journée type. On va commencer avec la journée type. Tu arrives à 7h30, tu as shift de la nuit, les personnes qui ont travaillé pendant la nuit, qui te font un compte rendu. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quels problèmes a-t-on rencontré, etc. Et on parle aussi de sécurité. La sécurité est très importante, on parle, voilà, on a rencontré tel problème, est-ce qu'on peut améliorer ci, est-ce qu'on peut améliorer ça, ce qu'on appelle des KYT. C'est-à-dire on doit décrire le problème qui se passe ou un aspect sécurité qui manquerait, etc. Et après, une fois que cette réunion est finie, tu vas discuter avec l'ingénieur de maintenance. Tu lui dis, bon voilà, on a tel problème. Généralement, il connaît déjà les problèmes, mais il faut s'assurer que tous les problèmes soient communiqués à l'ingénieur de maintenance pour qu'il puisse t'aider à résoudre ces problèmes. Donc ça. Et après, dans la journée, c'est plus à manager les projets. Voilà, tu as les problèmes routiniers, c'est-à-dire la qualité du plâtre n'est pas très bonne, il faut ajuster telle calcination. Bon, c'est à toi aller et ajuster tel paramètre, ou alors faire comprendre, voilà, ça maintenant on va tester ça. Donc tu as la routine, tous les problèmes qui viennent. Mais après tu as d'autres, c'est les projets. Donc les projets c'est plus, voilà, on a 6 mois, on doit installer une nouvelle partie de l'usine, c'est-à-dire une nouvelle calcination. Voilà, et on te demande de gérer ce projet de A à Z, c'est-à-dire tu vas contacter les fournisseurs, tu vas contacter les achats pour acheter certains équipements, et tu vas organiser, tu as une équipe, tu n'es pas tout seul, tu as une équipe, mais ces projets d'investissement, tu dois les gérer au quotidien. Il n'y a pas que les problèmes, tu dois aussi gérer des projets qu'on te donne là, 5 mois, 6 mois, tu dois gérer tous les jours. Chaque jour est une partie d'un projet. Voilà. Donc après, ce qui est intéressant dans les projets, on peut un peu plus détailler, c'est tout ce qui est, maintenant on embraye là-dessus, c'est tout ce qui est lean manufacturing. Je ne sais pas si à l'école on en a parlé un peu plus, pas tant que ça, mais une des parties de lean, c'est aussi pas forcément lean, c'est tout ce qu'on appelle le dégoulottage, c'est-à-dire debottlenecking. Dans ton procédé de production, tu n'as pas forcément toujours la capacité requise, c'est-à-dire tu as certains éléments qui roule à 30 tonnes par heure, et tu as un élément qui ne roule qu'à 20 tonnes par heure. Et toi en tant qu'ingénieur de production, tu le sais qu'il y a un problème à ce niveau-là, et ta direction généralement te demande de pousser les machines au maximum. C'est-à-dire ils veulent 30 tonnes par heure, parce qu'il y a des demandes du marché, des demandes aussi. Donc c'est à toi à préparer le fichier d'investissement qui va permettre d'augmenter la capacité de 10 tonnes. Donc c'est à toi à imaginer, c'est-à-dire on va faire telle calcination, et aussi à suggérer quelles erreurs à éviter. Parce que tu as l'expérience de la machine, donc tu dois suggérer qu'est-ce qu'il faut éviter comme problème sur les nouvelles machines. Donc tu as toute cette partie dégoulottage, enlever certains bottlenecks du procédé qui est intéressant. Et aussi la production, comparée à la R&D, tu es toujours entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire tu as ta direction, tu as tes clients, et tu as des pressions des deux côtés. C'est vraiment, tu as toujours des problèmes au quotidien, et tu dois toujours
toujours, vraiment toujours rapporter jour après jour ce qui se passe et comment améliorer, etc. Donc tu as des pressions qui viennent des deux bouts. Au niveau des compétences et des traits de caractère qu'il faut pour ce genre de poste, parce que finalement tu étais quand même en communication avec le service qualité, le service de vente, le service production aussi pour le changement des chefs. Donc c'est une position très transversale. Donc pour une position très transversale, il faut avoir un bon contact avec les gens. Faut pas, comment dire, tu es dans une position transversale, tu n'es pas leur boss. Tu es obligé de, comment dire, de manier les facettes, d'être un peu savoir, c'est une question de management. Savoir qui assigner, à qui il faut envoyer tel email, à qui il faut et tester. Donc c'est surtout du management de projet et aussi comprendre les gens. Au niveau des compétences qu'il faut pour ce genre de poste, c'est pas du tout les mêmes dont on a parlé précédemment. C'est plus être réactif, savoir gérer. Puis le contact humain, parce que tu as une gestion d'équipe quand même. Je crois que j'ai 8 personnes en dessous de moi, donc tu dois quand même les gérer au quotidien et aussi les former. C'est-à-dire, ce que tu apprends toi, tu dois le transmettre, quoi. En tant qu'expatrié également, ça c'est important, c'est que tu es là aussi pour, une fois que tu accumules le savoir, le transmettre et les aider à rendre leur vie plus facile et qu'ils comprennent un peu plus le procédé pour qu'ils puissent ensuite t'aider. C'est-à-dire, c'est pas seulement de toi à les assigner, aussi eux, ils doivent être capables de t'aider après une certaine période, 5 mois, 6 mois, tu les dis, bon bah tel produit, comment on fait, etc. Donc c'est aussi une éducation. Tu dois éduquer les gens en tant qu'expatrié, en tant que palin, comme on dit ici. Justement, tu viens de prononcer un mot taille et on se demandait concrètement comment tu fais pour communiquer avec les contremaîtres ou avec tes collègues des services qualité, etc. Tu as appris le taille. Comme j'étais venu en deuxième année, j'étais venu, j'avais commencé déjà à apprendre. Et ma famille aussi, et moi j'ai une partie de taille, maintenant j'ai une petite amie taille, donc ça aide aussi. Mais je veux dire, tu t'apprends au quotidien. Et une fois que tu commences un job et que tu es dans la production, dans le procédé, dans la formulation, tu n'as que des tailles. Tu n'as aucun anglais, à part ta direction, tu ne parles pas anglais. Et tu as des problèmes tous les jours à résoudre, tu as toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Cette ceinture est cassée, ou ça, tel produit a tel défaut, etc. Mais c'est toujours les mêmes mots de vocabulaire qui reviennent. Et à force, au bout de 2, 3, 4, 5 mois, tu comprends. Les mots qui reviennent, tu les comprends. Et après, à force de ne pas savoir parler, de dire why, et personne ne te comprend, tu es obligé de dire tamai, pour te faire comprendre. Mais ça vient tout seul. C'est-à-dire au bout de 6 mois, 7 mois, tu es capable d'avoir une discussion. Est-ce que tu as observé, donc en travaillant ici depuis plusieurs années en Thaïlande, des changements, des différences au niveau de la façon de travailler, de mentalité? Est-ce que tu as eu un choc culturel aussi par rapport à la façon de travailler? Il y a quand même un choc culturel. Les ingénieurs généralement qu'on recrute et qui savent parler anglais, généralement ils ont un contact avec d'autres entreprises, des entreprises américaines, des entreprises japonaises, donc ils sont un peu comme les Français ou les Anglais, ils ont une vision plus globale des choses et une vision, ils comprennent l'aspect théorique, ils ont une vision globale. Mais tout ce qui est Thaï, qui parle purement Thaï, qui n'est resté qu'en Thaïlande, etc., ils ont un aspect très pratique des choses, très terre à terre. Comparé. Nous, quand on sort de l'école, on a une vision théorique, on a une vision assez globale du management de projet, comment tester ci, comment tester ça. Mais eux, ils ont une raison vraiment très terre à terre et très pratique. Quand ils vont avoir un problème, ils vont essayer de le résoudre assez rapidement et de manière assez pratique. Tandis que nous, on va avoir tendance à penser l'après. Comment je peux faire que la situation passe de -1 à plus 1. Tandis que lui, il va plus avoir l'aspect terre à terre, comment je peux faire pour la rectifier maintenant. Et voilà, on est dans le statu quo là existe, mais pas imaginer, pas avoir une vision plus conceptuelle de comment améliorer. C'est plus très terre à terre, une vision très. Et aussi en Thaïlande, c'est plus. On respecte beaucoup les gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est-à-dire quand tu arrives vers 50 ans, 55 ans, tu es très respecté par tout le monde. Parce qu'ils ont le sentiment que tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup d'expérience, tu as beaucoup d'aspects terre à terre, d'aspects pratiques. Tu sais, telle machine va casser quand. Donc ils respectent surtout ça. Donc c'est difficile de temps en temps pour un Français, qui est très jeune en plus, genre on a 24 ans, 26 ans,
de venir et de dire non, il faut faire comme ça maintenant. Et ils disent mais t'es qui toi? Enfin je veux dire t'as que 25 ans, je suis plus âgé que toi et ils te respectent pas parce qu'ils n'ont pas cette vision globale. Mais si tu as des boss qui ont un peu, même des tailles, hein, mais qui ont un peu voyagé et qui comprennent, qui ont été un peu aux États-Unis ou en Angleterre ou d'autres, ils comprennent pourquoi tu demandes comme ça et c'est bien d'avoir un expatrié dans l'équipe de manière à pas avoir une sorte de, pas de mafia, mais je veux dire comment dire, d'aspect entre taille et le système est comme ça, est figé et on respecte la hiérarchie comme ça. De temps en temps, il faut proposer des idées nouvelles et des choses pour avancer. C'est là où on a notre part à faire, à pousser, à proposer de nouvelles idées et éviter le statu quo. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a été le plus utile dans l'enseignement de l'ENSCL? Beaucoup de choses, hein. Mais bon, il y a toujours l'aspect technique en lui-même, c'est-à-dire en matériaux, on a fait pas mal de tests de résistance, on a résolu pas mal de problèmes avec les TP, etc. Donc ça, c'était la partie en matériaux est toujours utile, c'est-à-dire je l'utilise tout le temps, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais souvent. Mais la chose qui est la plus importante pour moi, ce qu'on a appris et ce qui marque, c'est ce qu'avait fait M. Pouillard avec tout ce qui est TP où tu es à la fois directeur, opérateur et rédacteur. C'est-à-dire ça c'est formidable, on te pose un problème et on te dit voilà, bon, tu as une petite équipe et essaye de le résoudre. Donc toi, en tant que directeur, tu dois préparer tes choses et après tu arrives avec tes opérateurs et moi ça m'est même arrivé, j'avais une anecdote, j'étais arrivé, j'étais directeur et j'avais vu que les opérateurs, de temps en temps, voilà, quand tu es opérateur, bon, bah, tu fais ce qu'on te dit, mais au TP en lui-même, on faisait quelques erreurs en tant qu'opérateur et j'en ai viré quelques-uns. Non mais c'est vrai, mais c'est une petite expérience comme ça où si tu te prends vraiment au jeu de voilà, comment faire l'équipe, comment réussir à progresser, c'est vraiment formateur. Donc ça c'est quelque chose à pas, si j'ai un conseil à dire aux nouveaux directeurs de l'ENSCL, c'est ça, faut pas l'enlever. C'est vraiment, enfin, j'ai adoré ça et j'y repense souvent quand j'ai peut-être 5-6 personnes et que je me dis ah ben mince, c'est vrai que c'est comme si on démarre un TP aujourd'hui et qu'il faut que je donne quelque chose à faire et ça c'est voilà, formateur, il faut le garder. Voilà. Moi j'ai M. Pouillard. Voilà. Le mot de la fin, donc qu'est-ce qui te plaît le plus en Thaïlande et qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Donc en Thaïlande, ce qui me plaît le plus c'est le contact avec les gens. Maintenant j'arrive à parler un peu. Donc, et les gens sont toujours souriants et même ils ont beaucoup de problèmes, c'est-à-dire ils n'ont pas assez d'argent, ils ont que du riz à manger par exemple, il y en a certains que un peu à 20 bahts à manger, comme ça. Toujours ils sourient, ils ont le sourire et toujours ils essayent, ils ont une culture du service ici qui est assez impressionnant. Donc ça c'est ce que j'adore et en plus quand tu arrives à parler thaï, c'est vraiment tu comprends leur background et ce qu'ils ont derrière eux et t'es vraiment admiratif. J'avais vu, on a eu les inondations il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois, et tu vois les gens, même dans notre société, il y a 100 personnes qui avaient des problèmes, et puis bah, tu les vois vraiment qui, même les petits, mais ils s'entraident et ils n'hésitent pas à donner, quoi. Même s'ils n'ont rien, 10 000 bahts par exemple par mois, et ils vont dépenser peut-être 2000 bahts de dons au temple, de dons aux personnes, et c'est vraiment ce que j'aime le plus là, c'est l'entraide et aussi le respect. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a aussi, ils acceptent la différence. C'est-à-dire tout ce qui est, que tu sois black, blanc, beurre, ça leur fait aucune différence, que tu sois homosexuel, que tu sois, je veux dire, de toutes origines, ils t'accueillent, quoi. Ils n'ont pas, donc c'est ça que j'aime bien, et la parité aussi avec les femmes. Les femmes dans notre entreprise en Thaïlande ont vraiment une position, voilà, 50-50, quoi. C'est pas, même dans les matériaux de construction, c'est vraiment, voilà, donc c'est quelque chose à apprendre par rapport et à assimiler par rapport à la France, que voilà, il y a vraiment la parité, le respect et le sourire, quoi. Bon, il y a d'autres facettes qui sont moins belles, mais ça c'est vraiment les parties que je retiens. Maintenant, ce qui me manque de la France, c'est quand même la nourriture, quoi. Le pain, l'entrecôte, voilà, quoi, les choses pure français, quoi. Mon poids aussi est pas mal, quoi. Ça va de 75, après ça descend jusqu'à 60, ça dépend avec la nourriture. Et aussi la famille. Je rentre une fois par an, bon, ça va, mais quand tu commences à voir ta famille vieillir, et tu te dis, tu lui fiches unique, quoi. Et tu te dis,
tu rates des moments, quoi. Enfin, tu te dis c'est une belle opportunité, j'ai eu l'occasion d'aller en Corée, en Inde, au Bhoutan, enfin, il y a vraiment, t'as des bonnes opportunités, mais toujours tu as ce sentiment, je rate quelque chose avec ma famille, quoi. Donc ils sont pas encore en retraite, je vais peut-être les faire venir, mais tu as quand même ce sentiment que avec la famille c'est difficile, quoi. De les voir vieillir et que tu partages pas ça, quoi, de temps en temps. Tu les vois qu'un mois par an, quoi. Donc ça c'était la partie assez difficile.